Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. 4e jour de pilonnage, vous le savez, dans la ville syrienne d'Homs. Contrairement à ce que l'on dit, ces bombardements ne sont pas aveugles, car ils ont bien pour objectif de terroriser la population syrienne. Et comme souvent, dans des circonstances aussi dramatiques, la communauté internationale semble impuissante. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « En regardant Al-Assad tuer son peuple ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct, comme chaque soir. Randa Kassis est opposante et intellectuelle syrienne exilée à Paris. Vous présidez la coalition laïque et êtes par ailleurs membre du Conseil national syrien. Je renvoie à votre site randakassis.com. Pascal Boniface est fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous enseignez à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Vos derniers livres, un atlas de la France avec Hubert Védrine aux éditions Armand Collin, sans oublier l'année stratégique 2012 chez le même éditeur. Asni Abidi est lui politologue, spécialiste du monde arabe. Vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Votre livre, Le Manifeste des Arabes, est lui paru aux éditions Encre d'Orient. Enfin, Antoine Sfer est directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient. Vous présidez aussi le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient. Et parmi vos nombreux ouvrages, citons ce soir votre Dictionnaire du Moyen-Orient chez Bayard. Première question pour vous, Pascal Boniface. Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière et un apaisement de la situation quand on voit un régime qui massacre son propre peuple? Non, il semble que Bachar el-Assad continue la même stratégie depuis des mois. Il dit qu'il est pour le dialogue, qu'il va libéraliser le système, mais qu'il est empêché par des terroristes et des gens qui veulent nuire au régime. Donc d'un côté, il appelle au dialogue, de l'autre, il massacre. Et on ne voit pas maintenant comment lui pourrait revenir en arrière, d'une part parce que l'opposition ne veut plus de lui, que la population syrienne dans sa majorité ne veut plus de lui. Donc ce qui était un dialogue possible entre eux est à ce point impossible, et qu'il s'accroche et que l'issue ne peut être que son départ du pouvoir. Donc à vos yeux, il n'y a pas de médiation possible au moment où nous parlons entre le régime et son peuple? Entre le régime peut-être, entre Bachar el-Assad certainement pas, parce qu'il a trop incarné la répression aveugle et systématique de son peuple. Est-ce que c'est une révolution à laquelle nous assistons actuellement en Syrie? Bien sûr, c'est une révolution qui est réprimée dans le sang, qui est réprimée de façon très cruelle, même selon tous les rapports que les différentes organisations de défense des droits de l'homme ou organisations humanitaires, lorsque l'on parle des violations vraiment cruelles des droits de l'homme, ce n'est pas des gouvernements occidentaux qui le disent. Ce sont des ONG de défense des droits de l'homme dans leur diversité qui ont accès aux victimes ou qui parfois n'ont plus accès. Donc ceci est vraiment prouvé et fondé, et c'est pour cela que le point de non-retour est atteint, il est déjà atteint depuis longtemps, et aujourd'hui il faudrait vraiment effectivement la réconciliation entre Bachar el-Assad et son peuple ne peut plus exister. Alors on a bien entendu 1h10 pour en discuter, mais enfin en vous écoutant Pascal Boniface, on a l'impression qu'il ne peut y avoir qu'une fuite en avant du régime. On ne peut plus reculer un pion, si je puis dire. Bien sûr, on est un peu dans une situation très compliquée. Ce qui est quand même possible, c'est qu'une partie des éléments du régime se disent qu'il est temps de négocier, qu'il est temps de lâcher Bachar el-Assad et qu'il y a une médiation internationale, qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et une partie de ceux qui pourraient se séparer de Bachar el-Assad. Mais là, on ne voit plus dans les circonstances actuelles comment un régime puisse se maintenir que par la force. Ce n'est plus possible dans le monde contemporain qu'un régime se maintienne uniquement par la force, et il n'y a aucun autre élément pour l'instant. Bachar el-Assad se maintient par la force et par la peur que pour certains de ses partisans, du chaos que susciterait son départ chez certains de ses partisans. Donc il faut rassurer sur le fait que son départ ne signifiera pas le chaos, et puis faire des pressions, non seulement sur lui, mais également au niveau international, sur les deux points d'ancrage russe et chinois, qui pour l'instant empêchent une médiation internationale. On cite régulièrement le chiffre d'au moins 6000 morts. Est-ce qu'on peut comparer la situation, je dirais bien en termes de violence, avec ce qu'on a connu en Libye, et est-ce qu'on peut faire une comparaison? Au final, on aura sûrement le temps d'en parler, mais le dossier libyen... Voilà, au moment où nous parlons, la photo qu'on peut faire ce soir. Mais malheureusement, le dossier libyen a un impact fort et négatif sur le dossier syrien. Et les Syriens sont les victimes indirectes du processus libyen depuis un an, de la résolution, du fait qu'elle a été détournée et des violences
qui sévissent aujourd'hui en Libye. Mais ma question, elle était sur le bilan. Voilà, combien de morts en Syrie, combien de morts en Libye? Voilà. Alors, on peut dire que lorsque l'intervention occidentale est faite, il y avait moins de morts en Libye, mais qu'aujourd'hui, enfin, on était un nombre à peu près comparable. Aujourd'hui, le bilan libyen est malheureusement beaucoup plus lourd que ne l'est encore le bilan syrien, même si celui-ci est lourd et augmente chaque jour. Antoine Sfer. Oui, tout à fait. Bien entendu, quand la situation libyenne aujourd'hui est catastrophique, ce qui se passe actuellement aussi en Syrie concerne quand même tout un régime. Et ce régime a été capté par une communauté minoritaire, et largement minoritaire. Et aujourd'hui, il est certain que toute la communauté se sent concernée par un éventuel départ de Bachar al-Assad, ayant peur d'être les victimes, ayant surtout la possibilité de se replier sur une seconde ligne de défense qui est la façade maritime de la Syrie, qui est donc un peu le refuge de la communauté alawite essentiellement. Et dans ce cas-là, on assisterait à un éclatement également de la Syrie, ce qui enclaverait la majorité de la population qui se trouve entre Homs, Hama et Damas également. Donc vous, pardonnez-moi, au moment où nous parlons, vous envisagez un éclatement du pays lui-même? C'est la première fois depuis des décennies qu'on parle communauté en Syrie. Donc c'est la première fois aujourd'hui qu'on envisage sérieusement l'éclatement du pays, comme en Irak par exemple. Il a eu lieu en l'espace de quelques années. Il peut avoir lieu. Il n'y a pas que la minorité alawite. Il faut compter avec les autres minorités. Les Druzes dans le Djebel, qui ont une continuité avec à la fois le Golan et le Liban. Pardonnez-moi, je vous interromps. Avant la description sociologique, auquel on doit aussi consacrer du temps, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous aussi, essayer de comparer la situation en violence et en répression contre son peuple, puisque nous, les dernières images qu'on a en tête, c'est ce qui s'est passé en Libye. Et voilà, comment faire un parallèle? Ou ne pas le faire, d'ailleurs. Difficile, parce que les deux situations ont chacune sa spécificité. En Libye, on a réellement un éclatement tribal et régional que le Conseil national de transition et le gouvernement, qui est impuissant hélas, essaye de rétablir un équilibre. On a ressorti la constitution de 53, la constitution monarchique, qui avait quand même deux capitales, Benghazi et Tripoli. À Damas, ce n'est pas le cas. Damas est un des cœurs battants de l'arabisme, au sens de l'idéologie. Damas a toujours été une sorte de référence pour les peuples avoisinants, que ce soit le Liban, la Jordanie, la Palestine, Cisjordanie et Gaza, et bien entendu puissance de nuisance du régime aujourd'hui dans ces quatre pays, y compris Israël. Donc il y a aujourd'hui une situation spécifique à Damas. Ce n'est pas une situation tribale et régionale, c'est réellement, on est dans une sorte de guerre civile qui est en train d'éclater, enfin de se confirmer aujourd'hui entre un régime qui ne veut pas quitter, comme l'a dit Pascal Boniface, qui s'accroche. Mais vous n'employez pas le mot de révolution qui a été utilisé par Pascal Boniface. C'est pas une guerre civile. Non, parce que guerre civile, c'est pas révolution. Voilà, attention, c'est une révolution réelle, au départ, avec des jeunes qui ont lancé. Aujourd'hui, elle est en train de se transformer à partir d'un combat mené par les trois branches des frères musulmans, de Homs, de Hama et autour de Damas. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que la répression continue de s'intensifier. On parle d'au moins 6 000 morts en moins d'un an, 15 000 prisonniers, 15 000 réfugiés et des bombardements de civils qui continuent, notamment à Homs, mais comme dans d'autres villes du pays, dont Zabadani, à seulement 45 km de Damas. Les blessés ne vont plus dans les hôpitaux publics par crainte d'être torturés ou achevés sur place. Bref, la répression est extrêmement violente. On tue des enfants et certaines des images qui vont suivre sont difficiles. Maxime Bento. Malgré les promesses du pouvoir syrien, les bombes et les roquettes continuent de s'abattre chaque jour sur la ville de Homs et les civils s'en remettent à Dieu. Depuis le début de l'assaut samedi dernier, les bombardements de l'armée régulière ont fait plus de 400 morts dans cette ville devenue le symbole de la contestation du régime. Ce sont les roquettes avec lesquelles ils nous attaquent.
Regardez ces maisons. Elles appartiennent à des civils. Ça, c'est une clinique. Ils blessent les civils. Nous avons besoin d'aide. On demande à l'ONU de nous aider. On demande à la Ligue arabe de nous aider. N'importe qui a encore une part d'humanité. Faites quelque chose pour nous. Pour tenter de venir à bout du pouvoir, les insurgés se sont regroupés au sein de l'armée libre de Syrie et s'organisent pour défendre la population. Mais la bataille est inégale. Les forces de Bachar al-Assad, ce chien, sont postées dans différents points de contrôle et près de l'hôpital. Nous voudrions protéger les résidents des snipers de l'armée. Et nous n'avons pas les moyens de répondre avec la même force. Ils ont des tanks et nous n'avons que ces fusils. Les chars ont pris position dans la ville, les combats sont incessants, l'électricité et l'eau coupées et la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. D'après l'opposition syrienne, l'armée a également pris d'assaut d'autres places fortes de la révolte. Zabadani, à 45 km seulement de Damas, Aria ou encore Tsil, dans le sud de la Syrie, où près d'une vingtaine de soldats de l'armée régulière auraient fait défection. La télévision publique, elle, diffuse des images de Bachar al-Assad au chevet des soldats blessés et accuse des groupes terroristes d'être responsables des violences. Dans les villes assiégées, les habitants mettent en place, comme ils le peuvent, des dispensaires clandestins où les victimes ne cessent d'affluer. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper? Peu de moyens médicaux, des médecins totalement débordés. Ces femmes pleurent leurs proches et s'en prennent à la Ligue arabe. Pour écraser la révolte, le régime utilise tous les moyens. Les insurgés dénoncent même des exécutions sommaires visant les femmes et les enfants. Dans ce linceul, une fillette de 7 ans. Elle sera enterrée de nuit à la sauvette. Les insurgés redoutent d'être pris pour cible, même dans les cimetières. Les blessés, eux, ne peuvent plus être conduits dans les hôpitaux publics. À en croire plusieurs témoignages de rescapés, les cliniques sont devenues des lieux de persécution où les victimes risquent d'être arrêtées puis torturées. À l'hôpital, on m'a opéré sous une fausse identité parce que je suis recherché par la sécurité. On aurait dû me faire un bandage ou au maximum m'amputer d'un doigt. Mais quand ils ont su d'où je venais, ils m'ont amputé au niveau du poignet. En détention, ils nous insultent et nous frappent constamment en nous suspendant au plafond. Certains ont eu les ongles arrachés, d'autres ont été fouettés ou ont eu le dos brisé. Ils allongent les gens sur une planche, puis soulèvent cette planche pour les cambrer et au final leur briser le dos. Après 11 mois de soulèvement, la Syrie continue de s'enfoncer dans l'horreur. Selon l'Observatoire des droits de l'homme, la répression aurait déjà fait au moins 6000 morts. Est-ce que vous avez des informations, avant qu'on prenne les questions SMS, mais est-ce que vous avez des informations qui viennent de Syrie, Randa Kassis? Parce que tout ce qu'on décrit est de plus en plus alarmant, inquiétant et terrible. Oui, tout à fait. Alors, jusqu'aujourd'hui, de toute façon, il y a eu des bombardements aux roquettes sur la ville de Homs. Il y a plus, on parle de 400 morts jusqu'aujourd'hui. Mais selon les informations de l'intérieur, ils disent beaucoup plus. C'est-à-dire ils parlent quand même de 600 morts et plus de 1800 blessés. Bien sûr, c'est à vérifier. Ce sont des informations à vérifier. Rien qu'à Homs. Oui, rien qu'à Homs, tout à fait. On parle que de Homs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le régime syrien a décidé de toute façon d'écraser la résistance de Homs. Pourquoi Homs? Parce qu'elle est devenue la capitale de la révolution depuis quelques mois. Cette ville a bien résisté et surtout plusieurs quartiers de Baba Amr, Khalidiyeh, Karm Zetouni, tout cela. Il y a ce qu'on appelle, il y a quand même une infiltration de l'armée libre, de l'armée syrienne libre qui sont infiltrés dans ces quartiers-là et qui résistent avec le reste Ce sont des déserteurs notamment de l'armée syrienne nationale? Oui, bien sûr. Nous parlons des déserteurs de l'armée régulière, mais il faut dire aussi qu'il y en a
il y a des civils qui rejoignent de toute façon cette armée et qui luttent avec. Donc il y a bien au moment où nous parlons ce qu'on pourrait appeler une bataille de Homs, parce que comme vous venez de nous l'expliquer, cette ville est devenue un symbole qu'il faut absolument écraser pour le régime syrien. Ces détails abominables qu'on commence à avoir, par exemple de gens qui ne voudraient même plus aller dans les hôpitaux publics parce qu'ils craignent d'y être torturés ou achevés. On a des éléments sérieux là-dessus. Oui, mais ça, de toute façon, ça a commencé depuis le début. Depuis le début, les hôpitaux étaient sous le contrôle de ce régime et à chaque fois qu'il trouvait des blessés, il les liquidait complètement. Alors, depuis Daraa, depuis l'épicentre Daraa, ça a été le cas. Alors, il n'y a rien de nouveau. De toute façon, rien qui est étonnant de la part de ce régime. Alors, oui, aujourd'hui, quoi faire? C'est-à-dire, il faut savoir, on est dans une impasse, quelque part, tout est bloqué, on l'a vu de toute façon dans le Conseil de la sécurité. La communauté internationale est incapable de prendre ou de faire une résolution, de passer une résolution contre le régime syrien. Avec, bien sûr, le double veto de la Russie et la Chine, quoi faire? Il y a plusieurs voix qui se lèvent aujourd'hui, qui demandent d'armer la révolution, la rébellion, en Syrie. Alors, est-ce que vraiment c'est le bon choix? On a plusieurs scénarios. On peut parler d'une guerre civile après. Bien sûr, nous ne sommes pas dans une guerre civile aujourd'hui. Actuellement, nous ne le sommes pas. Mais nous sommes quand même à la limite. Une question. Est-ce que Bachar el-Assad tient ce pays? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il est réellement le leader d'un régime dont il continue à maîtriser, ou comme parfois on le suggère, il pourrait être sans pouvoir et manipulé par une structure beaucoup plus large et qui le tient dans sa main? C'était un grand mensonge, d'abord. Dès le début, Bachar el-Assad tient ce pays. Il n'est pas le seul qui tient ce pays. Lui, avec la famille, toute la famille d'Assad. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y a une seule personne qui tient ce pays. Non, toute la famille d'Assad tient ce pays. Et eux, c'est-à-dire de la mère Anissa à la sœur Bouchra, Maher, et après, il vient les autres, Asif Chaukat et bien sûr les autres généraux. Alors oui, ils tiennent. Il faut pas quand même, il faut pas l'innocenter, il ne faut pas essayer de l'innocenter. Dès le début, c'était le cas. Il sait ce qu'il veut et de toute façon, c'était tout ce qui était là, les promesses des réformes de la part d'Assad, dès le début, c'était un grand mensonge. Moi, ce qui me frappe, c'est comme en Libye, comme en Tunisie, on a quand même à chaque fois l'impression qu'il y a un clan qui protège, alors après l'extension du clan, voilà, est plus ou moins forte ou importante, mais comme vous l'évoquiez il y a quelques instants, mais qui tient un pouvoir et qui est là tout simplement pour le conserver, on s'est bien compris. Oui, bien sûr, il y a le clan, mais je ne suis pas d'accord de dire que toute la minorité alaouite est pour Assad et pour la famille Assad. Il faut savoir qu'ils sont les premières victimes, de toute façon, cette minorité est la victime de la famille Assad, de ce clan d'Assad. Alors, Hasni Abidi, j'essayais en début d'émission de comparer, tout simplement parce qu'on a des images, une temporalité et qu'on a vu le régime libyen tomber. La violence et la répression en Syrie, quand vous la comparez à ce qui s'est passé en Libye, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Elle est pire que la situation libyenne, et de loin. Pour une raison d'abord importante, c'est que dans le cas libyen, il y avait des officiers supérieurs et beaucoup de militaires, même si l'armée libyenne n'était pas une armée très importante, mais nous avions affaire à des militaires, des officiers, qui avaient derrière eux et avec eux plusieurs soldats, ont rejoint la révolution à Benghazi. Et ça, c'est un élément important. Oui. Le cas syrien est complètement différent. Nous n'avons pas beaucoup de défections, quelques-uns, oui, qui composent cette armée syrienne libre, mais le gros de l'armée syrienne est resté derrière l'homme. Pourquoi? Parce que cette armée syrienne est différente dans sa nature et de son fonctionnement de l'armée libyenne. C'est une armée verrouillés par des systèmes de renseignement, des services de renseignement qui sont restés quand même très proches et qui défendent le régime syrien. L'autre élément très important, c'est qu'on avait tout de même un sanctuaire à Benghazi. On avait Misrata qui était ouverte. On avait d'acheminement d'armes qui venaient à Benghazi, à Misrata, pour soutenir et aider ces révolutionnaires libyens avec, bien sûr, les déserteurs. Dans le cas syrien, nous avons affaire à des déserteurs avec leurs armes, et bien sûr, ils sont en cours de munitions, et aussi des civils qui ont rejoint les comités révolutionnaires, seuls avec une armée. Et je dis bien qu'en Syrie, nous avons affaire à une armée russe et chinoise qui tuent les civils syriens. Parce que c'est vrai, ceux qui tuent, ce sont peut-être des Syriens, mais ceux qui les arment, ce sont les Russes et les Chinois. Et la guerre froide
elle est bien terminée, mais elle n'est pas terminée dans le monde arabe parce qu'on voit bien au Conseil de sécurité et en Syrie comment cette guerre par procuration. Les questions diplomatiques, je le dis tout de suite, on va y revenir et elles feront l'objet notamment de notre deuxième reportage, mais alors... Est-ce que c'est un phénomène de perception ou est-ce que c'est une réalité? On n'a pas l'impression d'entendre... On voit des gens dans la rue qui sont en train de se battre ou qui tout simplement évacuent le corps d'enfants qui viennent d'être tués sous des bombardements. Mais est-ce qu'il y a une classe moyenne ou une bourgeoisie syrienne sur place en ce moment qui peut s'exprimer, qui prend la parole et qui appelle à l'aide ou appelle en tout cas au minimum à se retourner contre le régime? Antoine Sfer. Oui, bien entendu. Il y a de plus en plus de gens de la classe moyenne aujourd'hui qui, au début, disaient qu'il fallait se calmer et tout, et qui maintenant ont changé complètement de camp, qui veulent la chute du régime, qui envoient par les réseaux sociaux, par Internet et tout, qui envoie énormément de messages. Donc ça, c'est un point d'équilibre qui bascule quand même. Oui, oui, en disant qu'il faut que la communauté internationale, pas seulement c'est le moment où ceux arabe, qui ont quelque chose estiment que la situation est devenue tellement épouvantable qu'il ne sert plus d'essayer de le préserver à tout prix. Bien entendu. Voilà. Et qui veulent se débarrasser de tous les clans. Le clan, les 5 services de renseignement, et qui se surveillent et qui surveillent les autres, etc. Et donc, cette classe moyenne qui est en train aujourd'hui d'être de plus en plus nombreuse à basculer, demande une intervention de la communauté internationale. Beaucoup de gens en Syrie aujourd'hui refusent la seule application de la Ligue arabe. Ils n'ont pas confiance dans la Ligue arabe. Ils veulent toute la communauté internationale, de plus en plus. Et cette communauté internationale aujourd'hui est paralysée, comme le disait Asni, à partir par le veto russe et chinois. Pourquoi cette méfiance vis-à-vis de la Ligue arabe? Parce que jusqu'à maintenant, la Ligue arabe est venue et a passé plusieurs... et ils ne se sont pas entendus entre eux. Et donc, ils se sont rendus eux-mêmes impuissants. Il y a un proverbe qui dit « Les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre ». Et malheureusement, c'est vrai sur le terrain. Il faut une impulsion internationale, autrement dit occidentale, comme ça a été le cas en Libye. C'est certainement le dernier service à rendre aux opposants syriens que le monde occidental prenne la tête de l'opposition au régime. Est-ce que je vois où vous partez, alors je vous donne la question SMS parce que vous y répondez en partie, que je n'avais pas encore posée. Pourquoi une intervention en Libye et aucune en Syrie? Donc une intervention militaire, c'est bien le sens de la question. Le peuple syrien vaut-il moins que le peuple libyen? Donc vous avez une question, pardonnez-moi, d'ordre militaire et puis bien entendu d'ordre moral. Et les Français qui voient ces images en Syrie, ils ne peuvent pas dans un premier temps réagir autrement. Voilà. Bien sûr, et la question est posée effectivement. Pourquoi nous sommes intervenus en Libye et pas en Syrie? C'est qu'en Libye, outre qu'il y avait un dictateur sanguinaire, il y avait une armée faible. Et que militairement, l'opération contre la Libye ne posait pas de problème. Militairement, l'opération en Syrie pose problème. Deuxième aspect... Pardonnez-moi, vous nous dites en Libye c'était faisable au sens technique et militaire et assez facile, ça ne l'est pas en Syrie. Voilà, c'est plus compliqué d'intervenir en Syrie parce que l'armée syrienne a des capacités plus importantes que l'armée libyenne. Et deuxièmement, dans la mesure où en Libye on a intervenu en disant qu'on allait d'abord faire une no-fly zone, une zone où les avions ne pourraient pas survoler, et que pour protéger la population, et qu'en cours de route on a changé pour aller jusqu'au changement de régime, il y a plus de blocage par rapport à la Syrie. Troisième point, c'est qu'effectivement, vu que... Là, pardonnez-moi, excusez-moi, vous venez de nous dire que ce qui s'est passé en Libye joue contre voilà, l'opération maximaliste joue contre dès le départ, parce que quand on avait tous les yeux tournés vers la Libye, parce que Kadhafi incarnait le mal absolu, eh bien Bachar al-Assad s'est dit pendant ce temps-là, pendant que tout le monde regarde en Libye, je vais pouvoir massacrer en paix, et puis une fois que le massacre sera fait, je serai tranquille. Là où il a eu raison, c'est qu'effectivement on n'a pas regardé les massacres en Syrie, et que les regards étaient concentrés en Libye, et qu'on a délaissé la Syrie. Là où il a eu tort, c'est que, de façon avec un courage admirable, les Syriens, 8 mois après, continuent de manifester contre lui, au péril de leur vie, malgré les tueries et les tortures. Mais effectivement, ça a joué, l'affaire libyenne a joué sur bien des points en faveur de Bachar al-Assad. Et sur le plan diplomatique, parce que si on regarde les choses objectivement, la situation des Libyens maintenant, elle est beaucoup mieux que sous Kadhafi. Donc c'est vrai que la lecture, en tout cas, qui a été faite de la résolution 1973, c'est cette lecture-là qui fait peur aux Chinois et aux Russes. Mais là, la première question est très importante sur la Ligue arabe. C'est le prétexte. Oui, mais disons que c'est-à-dire la protection, la responsabilité de protéger. Sur la Ligue arabe, au contraire, moi je dirais bien que la Ligue arabe a bien fait. Et d'ailleurs, les premières décisions... A bien fait quoi? De ne pas faire ou de faire? Non, les premières décisions de la Ligue arabe, souvenez-vous, contre le dossier syrien a été présentées.
Souvenez-vous qu'on ne se souvient jamais et que c'est toujours très important que vous nous donniez toutes les clés. C'est ce que je peux me permettre de vous suggérer. Voilà. Le dossier syrien a fait l'objet de tractations auprès des pays arabes. Oui. Les pays du Golfe voulaient absolument une solution internationale. Les pays arabes, comme l'Irak, bien sûr, comme le Yémen, comme l'Algérie, voulaient surtout une solution arabe. Donc, on a pris des décisions courageuses, la Ligue arabe, suspension de la Syrie, membre fondateur, des sanctions économiques très importantes. Il s'y a rejoint, c'est la première fois que j'ai appliqué ces résolutions, mais ces sanctions-là. Et ça rejoint votre question, pourquoi le régime résiste? Parce que Damas n'est pas tombé, même si les affrontements sont arrivés jusqu'au faubourg de Damas, et vous avez le poumon économique. Alep, qui est encore debout, parce que l'armée syrienne a mis beaucoup de force là-bas, et Homs, c'est le poumon commercial. Donc c'est pour ça que les Arabes, ils ont commencé, ils ont fait un service minimum. Mais on ne peut pas demander aux Arabes, bien sûr, d'exercer ou de faire les meilleurs quand même dans cette région où ils découvrent vraiment le changement démocratique. Alors, Randa Kassis, vous êtes syrienne. Est-ce que vous avez des espoirs d'une quelconque pression de la Ligue arabe? Ou pour vous, c'est une entité qui n'a pas d'intérêt dans ce qui se joue en ce moment au Syrie? Expliquez-nous. Franchement, moi, je rejoins aussi tous les Syriens qui n'ont pas d'espoir à la Ligue arabe. Nous n'avons aucun espoir, de toute façon, à la Ligue arabe. Normalement, quand les observateurs arabes sont arrivés en Syrie, ils étaient censés de cesser tous ces bombardements, les tueries, les carnages quotidiens, tout ça. Ça n'a pas été fait. La presse, même la presse internationale, n'était pas présente sur le terrain. Pourquoi? C'est ça, c'est-à-dire on a beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont fait vraiment leur métier comme il fallait? Non, ils ne l'ont pas fait. De toute façon, ils n'ont jamais fait. Mais comme il a dit, et M. Sfer, il le sait très bien, on n'a pas beaucoup de confiance aux Arabes et à la Ligue arabe. La Ligue arabe a toujours protégé les États, mais pas les peuples. Alors aujourd'hui, oui, on tourne vers la communauté. Elle ne peut pas être crédible pour la population. Elle ne peut pas parce que, oui, non, elle ne peut pas. Elle n'est pas de ça reste crédible. Un club de régimes qui se soutiennent les uns les autres. Tout à fait. Elle était à l'origine quand même de la solution de la crise libyenne. Il faut le rappeler. C'est grâce à ce vote de la Ligue arabe. Il y a un changement fondamental quand même. Il y a eu un changement fondamental à la Ligue arabe. Parce qu'effectivement, vous avez raison, pendant des années, la Ligue des États arabes a protégé tous les régimes, n'a rien dit. Et de toute façon, les organisations internationales sont comme cela. Comme elles sont constituées d'États, on ne se critique pas soi-même. Parce qu'on attend un retour, etc. Il y a une protection mutuelle des Nations Unies d'ailleurs. Des États. C'est normal. Mais là, quand même, un petit peu sur la Libye et plus encore sur la Syrie, la Ligue arabe s'est réveillée. Pourquoi? Pour une multiplicité de raisons. La première raison, c'est l'ampleur des massacres et la comparaison que vous avez faite dès le début de l'émission en disant pourquoi on fait en Libye et pourquoi on ne fait pas en Syrie. La seconde raison, c'est que comme la Syrie est l'allié de l'Iran, les États du Golfe ont intérêt à ce que le régime syrien tombe pour que l'Iran perde un allié. Donc ils le font à la fois pour des raisons morales et des raisons d'intérêt géopolitique. Et on peut penser que les secondes sont plus importantes que les premières. Attends, s'il vous plaît. Il y a des nouveaux présidents arabes issus par la Non, soyez gentil. Ma phrase. Oui, juste pour et pardonnez-moi, une fois que vous avez terminé, je suis désolé, mais je vous ramène à la situation en Syrie et pas à la situation diplomatique auquel on va consacrer le milieu de l'émission. Mais je vous laisse terminer. Donc effectivement, pour ces raisons, la Ligue des États arabes a bougé. Elle entraîne comme cela les autres pays. Bien sûr, on n'est pas parvenu à une solution. Mais si on compare l'histoire des interventions dans des pays qui réprimaient leur population, on en a fait un peu plus que d'habitude. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu, s'il vous plaît, de Bachar al-Assad? Je pense que la plupart des téléspectateurs qui nous regardent ce soir, ils se souviennent peut-être de cet homme, assistant notamment à notre 14 juillet et au défilé il n'y a pas si longtemps que ça. On a longtemps présenté Bachar al-Assad comme un dirigeant qui pouvait, on va dire, incarner une modernisation d'un pays dans cette région. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Est-ce qu'on peut décrire la personnalité de cet homme et pas uniquement, je dirais, dans sa fratrie? Alors, allons-y, pardon. Randa Kassis, et je vous donne la parole ensuite. Oui, voilà. De toute façon, il est le même. C'est le fils de son père, il faut le dire. C'est-à-dire, on a déjà entendu que voilà, Bachar al-Assad, parce que tout simplement, il a étudié en Angleterre. Il a étudié combien d'années? 2 ans en Angleterre. C'est pour ça qu'il est devenu
moderne. Il s'est modernisé. Mais comment ça se fait qu'en passant 2 ans, dans un pays occidental, qu'on devient tout de suite démocrate, flexible, tous les mots qu'on... C'est-à-dire, il n'y a pas de magie. Vous pensez qu'on s'est laissé charmer, nous, occidentaux? Oui. Voilà, non mais j'allais dire, voyez, on disait, c'est le docteur Al-Assad, c'est un dentiste, il est passé par les universités britanniques, pardonnez-moi, ophtalmo, il a donc par définition, voilà, un goût du fonctionnement démocratique qui sera plus prononcé. Donc, pardonnez-moi, c'était un rôle. C'est l'apparence. On juge, malheureusement, on juge toujours sur les apparences. Et après, il s'est marié avec une femme qui est jolie, qui a la double nationalité, qui est quand même anglophone, voilà. Qui est de Homs. Qui est de Homs en plus. Voilà. Alors c'est l'apparence. On l'a mal jugé, mais de notre façon. Alors, on peut le dire autrement. Voilà. C'est que tout simplement, il y a eu, en tout cas au moins, une stratégie de communication très réussie qui a fonctionné, notamment auprès de nous en Europe. C'est ça aussi. Est-ce que vraiment c'est lui qui a mené cette stratégie? Non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Bachar al-Assad ne peut pas être qu'un homme rigide, qu'un homme qui a une perception étroite. Vous allez me dire, mais comment, mais pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui s'est... Il s'est pas révolté contre la politique, contre le régime de son père, contre le système lui-même. Il n'a pas fait des réformes. Quand il a promis au peuple syrien des réformes, il voulait pas faire les réformes. C'est tout simplement, il a été conseillé bien sûr, par ses proches, par ses conseillers, de dire, de promettre, parce que aussi le peuple syrien lui a fait confiance. Il voulait lui faire confiance parce qu'il était jeune, parce qu'il y a l'apparence, parce qu'il était marié aussi avec une femme très moderne. Et voilà, il y a tout ça qui a joué. Donc vous nous dites qu'on assiste à un mensonge depuis le début et pas à l'impuissance d'un homme qui serait d'une quelconque façon manipulé ou téléguidé. Antoine Serre, vous l'avez rencontré? Oui. Parlez-nous de lui. C'est un homme tout d'abord qui fait partie d'un clan. D'une famille et d'un clan. La famille, on en a parlé, son frère Maher, qui dirige la garde présidentielle, ce qui n'est pas peu, c'est une vraie garde prétorienne. Son beau-frère Assef Chaukat, qui dirige aujourd'hui, qui est quand même chef d'état-major, après avoir dirigé les services secrets, celui de l'armée, le politique, la sûreté générale, etc. 5 services de renseignement. Et ensuite, il y a bien entendu, ce que disait Madame Cassis, les généraux qui sont là aussi, qui font partie des décideurs du premier cercle. Ces généraux qui ont été rappelés depuis quelques mois, alors qu'ils étaient partis à la retraite, les Ali Douba, les Mohamed Nassif et d'autres. Quand on est en face de Bachar el-Assad, quelle impression attend? Cet homme, il est quoi? Il est affable, il est agréable? Il est très agréable, il parle doucement, il parle un anglais quasiment parfait, il n'est pas francophone, sans doute pas francophile non plus. Il reçoit bien, il parle sur un ton comme son père, exactement sur un ton normal. À la différence de son père, il reçoit à des heures décentes. Son père recevait à partir de 11h du soir ou de minuit. Ça impressionne plus en général. Quelle vision a-t-il du monde et de son pays? Il a une vision très nationaliste, avec une double ligne de défense, encore une fois. Tout d'abord, le pays, la Syrie, puis ensuite la communauté dont il est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le chef à la tête des 4 tribus qui constituent la communauté alawite. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, vous l'avez dit, qui est venu en France. Il a besoin de reconnaissance occidentale. Il ne l'a pas obtenue, malgré qu'on a pu nous-mêmes se tromper en 2000-2002 avec soi-disant le printemps syrien quand il a ouvert les salons politiques, etc. Jusqu'au point où, à un moment donné, lui ou ses conseillers lui ont dit « ça suffit maintenant, tu resserres la vis ». Mais psychologiquement et sur ce que l'on connaît ou sait de lui,
C'est le chef, ça vous nous l'avez tous dit. Jusqu'où peut-il aller? Parce qu'il y a une fuite en avion en avant qui paraît absolue. Son père a massacré entre 20 et 40 000 personnes à Hama en 82, ne l'oublions pas. Son père a massacré entre 20 et 40 000, et encore, on n'avait pas les mêmes moyens d'information. C'est exact d'ailleurs, entre février et avril, personne ne le savait. Il a fallu que l'ambassadeur de France passe par Hama en voiture pour que les journaux commencent à recevoir l'information. Hama est resté, le quartier révolté de Hama est resté pendant plus de 15 ans en l'état de destruction pour rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils risquent si jamais ils s'opposaient au régime. Donc c'est un jusqu'au boutiste sans aucun doute. D'autant plus qu'il a intérêt à ouvrir la boîte de Pandore. Quand vous parlez de quand il est arrivé Bachar al-Assad, évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais à l'époque, il y avait un pari qui a été fait par les Occidentaux que cet homme, jeune, éduqué un petit peu à l'étranger, pouvait réformer le système de l'intérieur. Et c'est pas un mauvais calcul. C'est-à-dire que le pays ne peut pas se permettre une implosion. Le pays ne peut pas se permettre une intervention étrangère pour réformer. Il y avait un pari qui a été fait. Malheureusement, bien sûr. On est peut-être naïf, mais je dois vous le dire, moi j'ai encore discuté avec des confrères journalistes qui ont, lors de sa venue du 14 juillet 2008 à Paris, se sont retrouvés à table avec lui et ils sortaient de là en disant il va se passer quelque chose en Syrie, ce type est pas comme les autres, il a un goût de démocratie, donc nous nous sommes laissés charmer, ou on s'est laissé enfumer, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais, vous nous dites en plus il fallait faire ce pari, ou en tout cas il était normal d'essayer de le faire. Eh bien, absolument, pourquoi pas que quelqu'un de l'intérieur, qu'il a une légitimité, non seulement le fils de son père, comme le dit ma collègue, mais aussi parce... Oui, mais à l'époque, on ne parlait pas de légitimité démocratique. On parlait au niveau du système syrien. C'est le printemps démocratique. Entre les Syriens, on a toujours parlé. On n'a jamais accepté. Vous nous dites que vous n'y avez jamais cru? Non, bien sûr que non. Entre Syriens, je parle entre Syriens, on n'a jamais cru. Mais bien sûr, on n'a jamais cru. On sait très bien ce qu'il a fait son père. Et M. Sfer a parlé de Hama, les massacres de Hama. En quelques jours, il a massacré entre 20 et 40 000 personnes. Est-ce qu'on peut croire quand même... 2 semaines, oui, quelques jours, ça fait 2 semaines. Mais est-ce qu'on peut croire à un qui vient il vient du cœur de ce régime? Est-ce qu'on peut vraiment croire en cette personne? Mais c'est ça la question. Non, on ne l'a jamais cru. De toute façon, tous les Syriens qui étaient à l'extérieur de la Syrie ne comprenaient pas pourquoi la Syrie où le peuple syrien a accepté l'arrivée de Bachar al-Assad, la succession de Bachar al-Assad. Mais on va demander, mais pourquoi? Parce qu'il y avait un vide politique. Il y avait où ils étaient les politiciens. Il faut savoir que on n'a même pas des partis. Ça fait 40 ans qu'il y avait de la torture, que son père, Assad père, a torturé, a exilé. Il y avait le parti Baas, qui allait jusqu'au plus profond des petits villages, à travers les professeurs, les instituteurs, à travers les employés des mairies. Il y avait ensuite les services de renseignement. À Deraa, ce qui s'est passé, c'est le chef du service de renseignement local qui a déclenché les choses. Il y avait, à côté de ça, le système était cloisonné. Et lui, si lui avait voulu se révolter contre le système l'aurait broyé. Il ne pouvait pas. Bien entendu, le système l'aurait broyé. S'il veut rester, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Mais vous êtes à Paris, certains Syriens qui vous disent à l'intérieur, il a essayé, et les militaires, le premier carré lui a dit tout changement, c'est notre fin. Une dernière chose. On a sorti un numéro des Cahiers d'Orient intitulé Le printemps syrien, on a cru ça au début. Je ne maîtrise pas cette émission. Dès qu'on est dans cette région du monde, je n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Une dernière chose, simplement, sur l'espoir qu'il a soulevé et l'éventuelle naïveté qui a été la nôtre ou celle des journalistes et de la communauté internationale. C'était pas de la naïveté. Vous dites qu'il y avait un pari qui méritait d'être fait. À la fois quand il est arrivé au pouvoir parce qu'il a voulu changer, et souvent les changements de génération, y compris dans les dictatures, peuvent amener des changements. Et puis là, effectivement, le printemps syrien a été remis en cause. Et puis le pari de l'intégrer, comme d'autres, dans la communauté internationale pour l'assagir, était un pari qui était pertinent, qui aurait pu être gagné. Ça marche, ça, de temps à autre? Oui, ça marche. Donnez-moi un exemple de dictateur qu'on a fait revenir à nous. Juste, ça m'intéresse. Regardez tous les régimes latino-américains, les dictatures sont tombées, etc. La Birmanie aujourd'hui, et les régimes s'amollissent lorsqu'ils sont en contact. Pourquoi là ça n'a pas marché?
Pourquoi ça n'a pas marché? C'est qu'il a été pris de vitesse par la démocratisation et le printemps arabe, et que, parce qu'il n'avait pas les bons repères, il n'a répondu que par la répression, en pensant qu'il était dans un monde qui était révolu. Alors je vous le précise, le temps de la répression, vous l'imaginez bien en Syrie, et aussi celui de la fuite de milliers d'habitants. Près de 15 000 d'entre eux se seraient déjà rendus à la frontière libanaise. La région de Wadi Khaled, à 30 km de Homs, est un premier point de chute pour ceux qui sont littéralement, vous allez le voir, terrorisés notamment par les fameuses milices Shabia. En fait, tout le monde a peur, qu'ils soient libanais ou réfugiés, comme l'ont constaté sur place nos envoyés spéciaux qui reviennent de cette frontière, Romain Clément et Stéphane Lopez. Les blessés de Homs et des autres villes martyrs n'ont pas tous la chance d'atteindre cet hôpital en territoire libanais. Ici, patients, médecins, tout le monde est syrien. Comme Younes, 27 ans, admis le 3 janvier dernier après un tir de roquette qui l'a blessé et a coûté la vie à son frère Daya. Mon frère avait 38 ans, il avait 4 enfants. Sur ces images, c'est lui, filmé après cette manifestation pacifique. Dans les rues de Homs, ils étaient sortis, une branche d'olivier à la main. Le 22 décembre dernier, mon frère et moi étions ensemble et un obus de mortier l'a tué sur le coup. De toute façon, il n'y a plus de marche arrière possible. La révolution va continuer jusqu'au départ de Bachar al-Assad. Faute de médicaments, anesthésiant surtout, la rééducation se fait ici souvent dans la douleur. Nizar, 30 ans, touché au bras par une balle à fragmentation, lui aussi lors d'un rassemblement d'opposants. Son bras est raccourci de 7 cm. On lui a tiré dessus. Il a eu une hémorragie. On a failli l'amputer du bras et finalement, on a réussi à le garder. Si on nous amputait de nos bras, de nos jambes, qu'il ne nous restait que la respiration, confie Nizar, il faudrait continuer la révolte jusqu'au dernier souffle. On était sortis manifester après la grande prière du vendredi, en criant « Dieu est grand ». Et là, les Shabia, ces chiens du régime, nous ont encerclés. Ils n'ont épargné personne, ni les femmes, ni les enfants. On a eu 24 morts et 32 blessés. L'arrivée de Syriens en fuite a bouleversé le quotidien des habitants du nord Liban. En particulier le village de Machta Hassan, à 5 km de la Syrie. Commune dont Messar est le maire. Cette région pauvre doit accueillir sans aide du gouvernement 5000 déplacés. La plupart ont trouvé hospitalité chez des parents, les autres occupent l'école du coin. Il y a des Syriens, 17 familles syriennes. 17 familles, 110 personnes attendent ici que les choses s'améliorent et que Bachar el-Assad tombe. La frontière n'est qu'à 3 km. Ahmad, 30 ans, accompagné des siens, femmes, neveux et nièces, a franchi clandestinement la frontière il y a 8 mois. On a vécu exactement la même chose, des bombardements au hasard, sans objectif précis, et puis la chasse à l'homme des milices Shabia. Il y a 21 jours, Zaïda, son épouse, a donné naissance à leur premier enfant, Baïdine. J'aimerais beaucoup pouvoir le présenter à son grand-père et à sa grand-mère, mais c'est impossible de retourner en Syrie en ce moment. Je ne me sens pas du tout en sécurité ici. La semaine dernière, dans cette école, 2 personnes ont été livrées aux forces syriennes. Combien seront-ils encore à arriver? Messar se sent bien seul, abandonné par l'État libanais, alors qu'au quotidien les difficultés vont crescendo. Nombre de vols en hausse, et en parallèle, wahhabites, salafistes, pro-Bachar, recrutent d'après lui à tour de bras dans la région. Je demande à l'armée de se déployer, car la région est très pauvre. Nous ne sommes pas à l'abri que des groupes de combattants se constituent ici. J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme et alerté les autorités. Messar aimerait qu'une zone tampon soit établie dans cette région frontalière, de crainte de voir une nouvelle fois les affaires syriennes
se propager au pays du cèdre. J'ai été frappé d'entendre Randa Kassis, des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux, en sang, encore blessés, dire il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ce que vous ressentez? Vous sentez une population qui quand même aujourd'hui est dans une démarche qui ira à son terme et jusqu'au bout? Tout à fait. Il n'y aura pas de retour. Il faut savoir que la révolution réclame une seule chose. C'est le départ de Bachar al-Assad. Alors après, ce qu'il faut travailler, moi je crois, puisqu'on a vu que le blocage venait de la Russie, et surtout la Russie, je ne vais pas parler beaucoup de la Chine parce que n'a pas vraiment beaucoup d'influence sur la Syrie. Si on arrive à faire une proposition, c'est-à-dire qu'Assad renonce au pouvoir et faire une transition à son vice-président, je crois que oui, on aura une sortie de cette impasse où on est. Là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler avec le régime tant qu'Assad est là. Alors, on va revenir, je vous le promets, aux questions diplomatiques, notamment avec notre dernier reportage, mais à la lumière de ce reportage qu'on vient de voir, déjà une première question, peut-être pour mieux comprendre ce pays. Quelle est la force des islamistes en Syrie? Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur la situation religieuse en Syrie? Est-ce qu'elle est lisible, simple? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Antoine Sfer? Aujourd'hui, vous avez trois tendances en Syrie. Tout d'abord, les nouveaux venus, ceux qui sont sortis du bois, les salafistes qui existent, et les Syriens eux-mêmes sont les premiers étonnés à les voir défiler et se réclamer du salafisme. Il y a ensuite les deux courants des frères musulmans qui ne sont pas les mêmes, ceux qui sont qui dirigent à partir de Homs et Hama. L'un est à Londres, M. Bayanouni, et l'autre, Shafa, est sur le terrain à Hama. Il y a enfin ceux qui sont plutôt dans les pays voisins, notamment en Jordanie, qui présentent, j'allais dire, un programme qui apparaît plus modéré, en tout cas dans l'apparence, dans le verbe, dans les paroles, et qui, à partir aujourd'hui de Jordanie notamment, sont en train d'apporter leur appui également aux combattants de Homs. Est-ce qu'il y a une question religieuse en Syrie? Et est-ce qu'il y a un extrémisme islamiste qui existe? Alors le régime se présentait comme étant plutôt séculier, je n'ose pas dire le gros mot de laïcité, bien entendu, mais les alaouites en Syrie et les alévis en Turquie, qui sont issus du schisme du 6e imam chiite, donc ce sont des chiites, oui. L'imam Ja'far, sont arrivés à un point aujourd'hui où ils considèrent que Ali, le gendre et le cousin du prophète, est l'incarnation de Dieu, d'Allah sur terre. Donc ils se sont écartés un peu de l'orthodoxie. Ils représentent aujourd'hui, les alaouites en Syrie, entre 10 et 12% de la population. La population... Vous diriez qu'il y a des tensions religieuses en Syrie ou pas? Maintenant, oui. Maintenant, bien entendu. Les Druzes, eux, représentent à peu près 3 à 4%, mais vous avez quand même les sunnites qui représentent plus de 60%. Certains soutiennent-ils le régime du président Assad? Les sunnites? Dans les différentes composantes religieuses du pays, est-ce qu'il y en a qui soutiennent... Il y a une majorité de la communauté alaouite, et pour des raisons aussi de peur, de crainte de l'avenir et tout, etc. Il y a les chrétiens qui représentent 12%. Certains d'entre eux, pas tous, loin de là. Les chrétiens sont parmi la population opposante et très opposante, on le sait, et bien entendu il y a des chrétiens qui ont été liés au régime. Le porte-parole de la... peur d'avoir le sort des chrétiens en Irak, c'est oui, ça. Bien entendu. Ils jouent la stabilité, mais la stabilité qui n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais quand l'archevêque d'Alep lui-même se permet de prendre la parole et de parler au nom des chrétiens, là, il ne représente certainement pas tous les chrétiens aujourd'hui en Syrie. Les Druzes se sont mis de côté. Ils sont restés chez eux autour de Souaïda, c'est-à-dire dans le Djebel Druze. Ils essayent de ne pas trop se mêler aujourd'hui, ni d'un côté ni de l'autre. Ils savent très bien qu'ils seront écrasés dans les combats intracommunautaires si on y arrive. On va revenir maintenant aux questions diplomatiques et de relations internationales, car vous le savez, Bachar al-Assad avait pourtant promis de ne plus
bombarder son peuple. Engagement pris devant le ministre russe des Affaires étrangères, dernier soutien du régime avec la Chine. Alain Juppé, notre ministre des Affaires étrangères, explique lui que le pouvoir syrien s'est définitivement discrédité et qu'on ne peut plus croire ce dernier. Il n'empêche, la situation diplomatique reste bloquée, notamment par les verrous russes et chinois. Elisa Coudray. Quand le régime syrien remercie l'un de ses plus fidèles alliés, sans doute aussi l'un des derniers. C'était il y a 2 jours, une délégation russe acclamée dans les rues de Damas. Ces émissaires sont venus de Moscou pour s'entretenir avec le président Bachar el-Assad. Séance photo dans les salons, quelques heures de discussion et à la sortie, le ministre russe ne cache pas sa satisfaction. Nous avons confirmé notre bonne volonté de contribuer à une sortie de crise sur la base de l'initiative proposée par la Ligue arabe. Le président syrien nous a notamment assuré qu'il s'était entièrement engagé à faire cesser les violences d'où qu'elles viennent. Tout va bien donc. Sauf qu'au même moment, des dizaines de civils sont tués sous les bombes de l'armée syrienne. La communauté internationale crie au scandale. Moi, je ne crois absolument pas aux engagements du régime syrien qui s'est discrédité. Lorsqu'on a massacré 6000 de ses concitoyens, dont plusieurs centaines d'enfants, mis en prison 15 000 prisonniers, fait fuir 15 000 réfugiés à l'extérieur, on n'a plus de légitimité. Qu'il est loin le temps où le président syrien incarnait l'espoir. Juillet 2000, à 34 ans, Bachar el-Assad succède à son père. Jeune, moderne, il promet des réformes, c'est le printemps de Damas. La Syrie, si longtemps refermée sur elle-même, respire enfin et rêve de démocratie. Pour moi, je suis très optimiste pour l'avenir de moi et de mon pays. Le docteur Bachar veut le changement. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a autour de lui la vieille garde, le vieux système. Il bloque sa volonté de changement. Alors il va falloir qu'il y ait un petit choc entre eux, de façon à ce que le docteur Bachar puisse faire sans problème ce qu'il veut. Mais le choc n'aura pas lieu là où on l'espérait. Arrestation d'opposants, corruption, rapidement, le régime renoue avec ses vieux démons. En 2008, Assad est à Paris. Face aux critiques des associations de droits de l'homme, le président se justifie à la télévision française. Nous n'avons pas réalisé tout ce que nous voulons. Il y a un retard à cause des conditions politiques difficiles, l'isolement de la Syrie, les guerres perpétrées, l'extrémisme, la pauvreté, le manque du développement dans la région. Ce sont des raisons qui donnent un impact sur l'opération du progrès et de l'économie. En général, nous avons effectué des pas positifs. Nous sommes au début du chemin. Le chemin est très long. Mais le peuple syrien, lui, n'en peut plus d'attendre. En mars dernier, la révolte éclate. Bachar le réformateur devient Bachar le meurtrier. En janvier, même les émissaires de la Ligue arabe venus négocier en Syrie claquent la porte, dénonçant les massacres perpétrés par le régime. Reste alors l'ONU et son Conseil de sécurité. Ceux qui sont contre, mais là encore, impasse. Ce week-end, la Chine et la Russie ont mis leur veto au projet de résolution. Nous avons fait beaucoup de concessions, il faut bien dire les choses, pour que la résolution soit acceptable par la Russie. Nous avons dit pas d'utilisation de la force, bien entendu, pas d'embargo sur les armes, pas de sanctions. Et malgré cela, la Russie s'est entêtée dans son refus. Je le regrette très profondément. Nous allons aider l'opposition syrienne à se structurer, à s'organiser. Nous les recevons, nous allons essayer de les aider, naturellement. Ensuite, l'Europe va encore durcir les sanctions qui sont imposées au régime syrien. Et puis, nous allons essayer de faire monter cette pression internationale. Faire monter la pression. La Ligue arabe a déjà annoncé son intention d'envoyer de nouveaux émissaires en Syrie dans les prochains jours. L'ONU pourrait cette fois être associée à la mission. Alors, après ce reportage, une question de téléspectateur qui est la suivante. Avec ce conflit, n'assiste-t-on pas au retour en force de la puissance de Moscou ?
C'est plutôt une puissance négative, là, parce qu'elle empêche de faire, mais elle ne fait pas. Et la puissance de la Russie, elle a été restaurée depuis déjà assez longtemps sur la scène internationale, depuis déjà une dizaine d'années. La Russie se fait entendre, parfois à bon escient et parfois, comme le cas de la Syrie, à mauvais escient. Mais effectivement, il y a un retour de la Russie. Là, il bloque pour une série de raisons. Une alliance ancienne avec Damas, le fait qu'ils ont une base militaire, le fait qu'ils ont des intérêts économiques. Ce qui est quand même important, c'est qu'à l'ONU, bien sûr, la Russie... Mais même pendant la guerre froide, on avait l'impression qu'on ne vivait pas des situations pareilles. Si, il y avait des massacres beaucoup plus importants. Nous y étions moins sensibles. Le progrès, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas plus de massacres. Il y a même d'ailleurs des études qui montrent que les conflits font moins de morts qu'à l'époque de la guerre froide. Mais par contre, et c'est une bonne chose, le public y est plus sensible, les médias relaient plus d'informations, il y a plus de communication et ces situations paraissent insupportables et d'où une mobilisation des opinions tout à fait justifiée. Mais c'est quoi le rôle de la Russie en ce moment et pourquoi la Russie bloque tout? Alors, cela dit, on a toujours besoin d'un intercesseur. Donc, oui. Je ne suis pas sûr que la Russie puisse continuer à bloquer parce que pour l'instant, bien sûr, elle le fait comme tout État par intérêt. Elle craint quoi? Quel est son rôle? Alors, quel est son intérêt? Elle craint des choses conceptuelles, que le droit d'ingérence soit remis en cause et que les pays puissent intervenir dans les affaires intérieures des autres. Elle est contre, ne serait-ce que pour elle-même. Elle craint de perdre ses avantages économiques, livraison d'armes à la Syrie. Elle craint de perdre sa base qui est une voie d'accès pour elle à la Méditerranée. Donc il y a tout cela. Mais en même temps, son intérêt va la conduire à ne pas être le dernier pays qui soutient Bachar el-Assad. Parce que, bien sûr, on a vu qu'il y a eu ce veto russe et chinois au Conseil de sécurité. Oui. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que l'Inde et l'Afrique du Sud, qui d'habitude s'opposent aussi à l'ingérence par tradition du Sud, parce qu'ils y sont opposés, là, il n'y avait que la Russie et la Chine. Et la Chine compte moins dans l'affaire. Donc, on ne peut pas exclure le fait que la Russie, une fois encore, pour défendre son intérêt, se dise on ne peut pas être le dernier État qui soutient Bachar el-Assad si ce régime est condamné et que, du coup, notre présence en Syrie sera interdite. Et le scénario où il y a une négociation entre certains éléments du pouvoir, l'opposition, que Bachar el-Assad soit exfiltré en Russie, était un scénario qui ressort de plus en plus et qui a une certaine dose de crédibilité. Antoine Sfer, sur le rôle de la Russie. Oui, en plus la Russie a joué très bien son rôle en Libye. Ils ont laissé faire la communauté internationale qui a légitimé leur propre droit d'ingérence en Tchétchénie, dans les pays, les républiques de Stan, Ouzbékistan, Turkménistan, etc., à la demande des dictateurs. Donc, automatiquement, ce n'est pas la même chose en Syrie. Aujourd'hui, en Syrie, il y a aussi le fait que si jamais la Russie était interdite dans les ports syriens, dans les bases, il n'aurait plus accès à la Méditerranée. La Syrie a un contentieux très important avec les États-Unis, avec l'Occident, dans plusieurs dossiers qui ont un lien direct avec la Syrie, dont le dossier iranien, le dossier nucléaire, et aussi dans les relations internationales, soit l'Europe, soit ailleurs. Et les Russes sont très conscients du fait qu'on leur a reproché de donner ce feu vert pour l'intervention libyenne, et du coup, on leur dit, écoutez, vos adversaires, maintenant, ils ne vous croient plus. Ah, pardon, vos alliés ne vous croient plus, parce que vous nous lâchez très vite. Et c'est pourquoi ils veulent envoyer à travers, justement, ce veto, que non, la Russie est une puissance, elle est toujours là, et qu'on peut compter sur elle, et elle peut bloquer même le fonctionnement de Conseil de sécurité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, certains parlent de la guerre froide, vous l'avez tout à fait mentionné tout à l'heure, moi je pense que la guerre froide n'est pas encore finie. Elle peut-être finie dans les esprits, mais ce qui s'est passé dans le Conseil de sécurité, et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, montre finalement que le monde arabe aujourd'hui est devenu l'objet, l'otage même, d'une certaine guerre qui ne dit pas son nom, entre la Russie et entre les Occidentaux sur d'autres dossiers qui n'ont rien à voir avec les Syriens. Ce sera ma dernière question et on va passer aux questions SMS qui sont nombreuses. Je vous ai bien compris, Randa Kassi. Vous dites néanmoins que vous comptez à un moment ou à un autre sur les Russes pour aider à débloquer cette situation. Tout à fait. C'est vécu comme ça par les Syriens eux-mêmes, par la population syrienne? Oui, on a aujourd'hui... Par la population, on ne peut pas parler de la population syrienne. C'est bien de le dire, parfait. Syrienne, mais on peut parler quand même de pas mal d'opposants qui voient les choses, qui veulent que la Russie
Russie, qui veulent négocier avec la Russie pour débloquer cette situation. Oui, aujourd'hui, on a une conscience, c'est-à-dire ce n'est plus la peine de parler ou de discuter avec les pays occidentaux parce que, de toute façon, nous savons ce qu'ils veulent, nous savons qu'ils sont bien pour la cause syrienne, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Alors il y a un blocage, ce qui est mieux, débloquer où il est. On passe aux questions SMS. Oui. Je compte sur vous pour essayer de me faire des réponses courtes pour qu'on prenne beaucoup de questions, elles sont nombreuses. Les peuples arabes n'ont-ils le choix finalement qu'entre tyran et Coran? Asni Abidi. Non, pas du tout. C'est une transition très difficile et délicate. Le Coran est une approche. Ce n'est pas la charia qui est promise, mais ce sont des mouvements qui sont très représentés. L'opposition, par exemple, islamiste en Syrie est très importante, la plus organisée. Là, ça a été la plus combattue d'ailleurs par le régime syrien, comme c'est le cas dans d'autres pays arabes. Donc je ne pense pas aujourd'hui, au contraire, je dirais que les tyrans ont fait le lit des islamistes les plus radicaux. En repoussant ce train de réforme économique et politique, ils n'ont fait que justement développer cette virginité, cette attractivité des islamistes. Face à la barbarie, que devient le droit d'ingérence humanitaire? Pascal Boniface. Le droit d'ingérence, il a toujours été contesté. Et là, ce n'est pas de l'ingérence qu'il faut faire parce que une ingérence militaire viendrait aggraver le problème. Les exemples libyens ou afghans ne donnent pas une très bonne évaluation de l'ingérence. Donc l'ingérence a toujours été revendiquée par le Nord, repoussée par le Sud, parce que vue comme étant de nouveau une politique de puissance déguisée avec des arguments moraux. Ce qu'il faut... Vous trouvez ça fondé comme analyse? Oui. Et c'est pour cela que la responsabilité de protéger venait mettre d'accord ce débat en disant on va éviter de passer entre l'ingérence des grands chez les faibles, parce qu'elle était toujours à sens unique, c'était toujours à géométrie variable et à sens unique, et on va... L'histoire est morte, c'est au nom de ce qu'a été notre passé, par exemple colonial, ou de ce qu'ont été les rapports nord-sud dans cette planète, les forces démocratiques, et entre autres occidentales, mais elles ne le sont plus qu'occidentales aujourd'hui, puisqu'il y a des grandes puissances dans le monde entier qui évoluent vers doivent regarder en disant alors ça on n'a pas le droit de toucher parce que c'est pas bien. Les alliés des grandes puissances étaient toujours protégés, il n'y avait pas d'ingérence dans les alliés des grandes puissances. Donc c'était toujours l'ingérence, c'était pour les faibles. C'était bien sûr des coupables, mais des coupables faibles. Il vaut mieux la justice qui soit la même pour tous. Et c'est pour cela que le concept de responsabilité protégée qui a été mis en place en 2005 était intéressant parce qu'il permettait une action collective. Est-il vrai que l'opposition en Syrie est surtout composée de combattants étrangers? C'est-à-dire, oui, voilà, tout à fait. La propagande syrienne officielle, il s'agit de Syriens. Non, voilà. Non, elle n'est pas du tout composée, non, elle est composée des Syriens, de tout ce qui est syrien. Au contraire, mais par contre, on va dire que les combattants qui sont, qui luttent contre cette révolution, oui, on en parle pas mal quand même des combattants qui viennent de l'Iran et de Hezbollah. D'accord. Quelle est l'influence de la femme d'Al-Assad? On le sait? Non, mais elle n'a pas d'influence. Elle n'a pas d'influence, elle n'a aucune influence. De toute façon, ils sont écartés, elle et Asif Chaukat, qui sont écartés de toute négociation familiale. Les États-Unis, Israël et la Turquie ne préparent-ils pas une attaque de l'Iran en éliminant son dernier allié? Alors la Turquie ne prépare certainement pas une attaque de l'Iran. Pas plus que les États-Unis. Et donc là, on est un peu dans la théorie du complot. Bien sûr, de nombreux régimes, mais pas seulement ceux-là, les pays du Golfe ont intérêt à ce que le régime syrien, trop proche de l'Iran, tombe. Mais il faut, je crois, distinguer ce qui concerne le programme nucléaire iranien des événements en Syrie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Antoine? Oui, tout à fait. Quand Israël annonce pendant tout un mois qu'ils vont attaquer l'Iran, c'est qu'on peut être sûr qu'ils ne vont jamais attaquer l'Iran. Israël n'a jamais annoncé quand ils attaquaient, et quand ils attaquaient, parfois ils disaient qu'ils ont attaqué. Pourquoi? Et quand les Israéliens attaquaient le plus souvent possible, ils laissaient l'imaginaire populaire déduire qu'ils avaient attaqué. Et vous pensez qu'il n'y a aucune raison de pouvoir y croire? Parce que moi, ce qui me frappe, en tout cas, assez souvent dans la vie politique, c'est quand on dit non, ça c'est tellement gros, ils ne pourront pas le faire. Ben, c'est justement quand on dit ça que c'est fait. Donc, oui, entendu, mais peut-être que c'est pas vrai pour les relations internationales, et en particulier concernant l'État d'Israël. Mais vous comprenez, Marma? La pression sur la Syrie est certaine et dangereuse pour l'Iran. Si le régime syrien tombe, l'Iran perd certainement non seulement un allié stratégique, mais le passage direct jusqu'au Hezbollah libanais. Je crois qu'il y a beaucoup d'angoisse dans les questions. Risque-t-on de basculer dans une guerre mondiale si les pays occidentaux interviennent en Syrie?
Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les Syriens de l'intérieur, même l'armée syrienne, donc libre, demandent plutôt une aide importante. Cela dit, c'est vrai, il y a une angoisse, ce qui explique d'ailleurs la prudence américaine et européenne, dans la mesure... La Syrie a des frontières avec des pays, tous des pays qui ont des problèmes. N'oubliez pas l'Irak, il ne faut pas l'oublier. On a encore 45 000, 50 000 soldats américains. Vous avez aussi la Jordanie comme un allié important des États-Unis. Et tout, donc, le Liban est aussi un véritable bourbier. Et combien il est cher pour la France. Et la Turquie au-dessus. Et la Turquie. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine prudence très importante de la part de l'Occident. Il est clair à vos yeux qu'il n'y a pas de demande d'intervention militaire aujourd'hui en Syrie? Non, pas du tout. On a, au contraire, on demande une intervention militaire de la communauté internationale. Alors, il n'est pas vrai que les Syriens ne le demandent pas. Voilà. Non, même de peuples syriens qui sont dans les rues, ils le demandent. Et moi, je ne vois que ça sur les images. Tout à fait. Non, mais on le demande clairement. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire qu'on ne le demande pas. Voilà, tout à fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, la communauté internationale est incapable de le faire, mais on le demande. Voilà, comme il a dit M. Sfer, on le demande, même si... Et puis, on se pose des questions. Pourquoi a-t-on laissé... On est parti en Libye. On a laissé faire l'Arabie Saoudite, qui est rentrée à Bahreïn d'une manière sous couvert du Conseil du Golfe, qui a balayé les insurgés en un après-midi avec des chars et 1000 soldats. Il y a ce deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, on est en train de voir que les pays du Golfe apparaissent comme étant quasiment les alliés, pas seulement les alliés. Le Qatar, la fascination vis-à-vis du Qatar par rapport aux Français parce qu'ils ont acheté le PSG et qu'ils ont acheté Pastore est étonnante, alors que le Qatar est certainement pas le parangon de la démocratie. On lance pas de débat sur le PSG, hein. En tout cas pas aujourd'hui. Certainement pas. Là, ça va être trop épineux. Un dernier mot là-dessus, Pascal Boniface. Je ne parlerai pas, bien sûr, à la place du peuple syrien. Ce que je sais, c'est que le Conseil national syrien est pour l'instant divisé, que majoritairement, il ne demande pas une intervention militaire. Vous avez dit, on est divisé. Certains membres le demandent, mais la majorité ne le demande pas, au vu de ce qui s'est passé en Libye et en Afghanistan, en Irak. Y a-t-il un risque de guerre avec le Liban? Entre la Syrie et le Liban? Oui. Ben, attendez, le Liban n'a pas les moyens même d'exister comme État. Le retournement de l'armée est-il possible? Le retournement de l'armée est-il possible? Écoutez, non plus. Alors l'avant-dernière est très intéressante. Ah non, parce que celle de Liban. Le Liban veut absolument se mettre à l'abri parce qu'il ne veut pas les retombées de la crise syrienne. En revanche, le retournement de l'armée, moi je peux vous dire que les Américains, en tout cas, préfèrent ce scénario, le scénario idéal pour les Américains, les Occidentaux, à ce qu'il y ait un coup d'État de l'intérieur, un coup d'État du palais, pour justement éviter à la Syrie une intervention. Et justement, dernière question, vous me répondrez en 10 secondes. Si Al-Assad est destitué, en quoi le système Assad disparaîtrait-il et au profit de qui? Pas sûr. Ça, c'est une bonne question. Et on ne peut pas établir un État démocratique vite fait. D'abord, c'est-à-dire, il faut le savoir, on aura une période de transition très longue, et voilà, peut-être la Syrie sera pluraliste, ce qu'on espère tous, et pas que les mouvements ne sera pas monopolisé par que les forces islamistes. Nous vous le souhaitons. Merci infiniment. 22h40 pour la rediffusion de cette émission. Demain, 17h45 en direct. Et auparavant, Axel de Tarlet, son invité. Bonsoir, merci.